D'accord, donc le piano a dû changer d'affectation. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est de retour chez Claude Perrault à Andernos-les-Bains. Claude Perrault est l'historien d'Andernos-les-Bains, mais aussi des communes voisines. Un des historiens, tu vas dire, parce que tu es modeste. Mais il est doublé, cet historien, d'un collectionneur hors pair. Alors, aujourd'hui, on a tenu absolument à revenir te voir et nous te remercions de nous accueillir. Et si tu veux bien, on va voir avec les objets que tu collectionnes depuis de très nombreuses années, on peut même dire depuis une centaine d'années, puisque tes parents sont arrivés là vers 1920, c'est ça, 26. Et ouvert un commerce d'épicerie. Exactement. Ils n'ont pas ouvert. Ils ont pris la succession d'un commerce qui existait déjà, qui avait été créé dans les années 1890 par un nommé Amiot. Et alors donc, tu me montrais tout à l'heure les livres de comptes, les livres de caisse, Oui. les livres d'inventaire de tes parents. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la vie à Andernos il y a 100 ans? Bien sûr. Bien sûr. Alors, je vais te poser une question d'emblée. Mes parents, effectivement, prennent la succession d'un commerce qui existait déjà. En fait, c'était une famille qui s'appelait les Cancalons, qui était une famille assez connue dans la région. Oui, il y en a à Arcachon. Oui. Qui venait d'Arcachon, tout à fait. Et ces gens-là, Théodore Cancalon et son épouse, qui était remarquable en ce sens qu'elle portait une perruque, et quand on était drôle, on disait toujours on va arriver avec elle, derrière elle, avec une perche et puis un hameçon, puis on va lui soulever la perruque pour lui... Bon, on l'a jamais fait, c'est comme quoi on peut toujours s'amuser rien que d'intention. En fait, aujourd'hui, ces gens donc arrivent en Ernos parce que tout simplement, ils ont hérité d'une famille qui s'appelait les Rougier, non pas les Rongiers, les Rougiers d'un commerce d'alimentation. Ça s'appelait l'épicerie parisienne. Et ces gens Cancalon, qui venaient d'Arcachon, on l'a dit, n'ont absolument pas l'intention de se consacrer à l'épicerie, c'est pas leur métier, donc ils cherchent tout simplement à créer, eux, leur propre activité. Ça va être un magasin multiple qui va porter le nom de Nouvelles-Riz. Il va y avoir des Nouvelles-Riz dans Ernos. Et pour exploiter ce qui existe déjà, c'est-à-dire le commerce d'épicerie, légumes et autres, ils vont chercher quelqu'un qui soit compétent en la matière. Mes parents étaient compétents parce qu'ils exerçaient déjà une activité de ce type-là sur Bordeaux, dans un magasin à succursale, donc ils étaient gérants et ils arrivent à Ernos comme gérants. Mes parents étaient compétents, donc ils vont assez rapidement gagner suffisamment d'argent pour acheter le fonds de commerce à Cancalon. Bon, mais... Est-ce qu'il y avait l'électricité à ce moment-là à Andernos? Il n'y avait pas d'électricité. Alors, parce que là, je vois tous ces appareils d'éclairage qui sont magnifiques et très anciens. Et ce sont tes parents les ont utilisés ou ce sont des objets que tu as récupérés dans les brocantes, chez les antiquaires? Bien sûr, non, ça n'arrive. À ma connaissance, aucun de ces, peut-être, oui, c'est celle-là, oui, mais aucun de ces objets ne sont des objets provenant de ma famille. Mais je vais te poser une question. Donc, oui, mes parents gèrent ce commerce qui se trouvait dans la rue du Port, qu'on appelait la rue du Port, qui est maintenant devenue la rue Général de Gaulle, que les gens connaissent plus habituellement sous le nom de rue piétonnière, et ils vendent donc ce qui se vendait à l'époque dans l'épicerie. Il y avait peu de produits. Oui. À tout casser, tu avais, enfin pas à tout casser, tu avais environ, d'après les inventaires, 500 produits différents. Mais je vais te poser une question. Ils devaient vendre du sucre, non? Bien sûr. Et oui. Et est-ce que tu pourrais me dire, puisque tu veux me poser une question, oui. Mais moi je vais t'en poser une autre, combien coûtait le kilo de sucre en morceaux il faudrait que en 1920? Il faudrait que je le regarde de façon plus appropriée. Donc j'ai fait un flop. Combien ça coûte ton petit... Avec la pinasse. Aussi, oui, si tu veux.
Alors, tu as trouvé? J'ai trouvé. Le sucre, donc en 1926, valait 4,25 francs le kilo. Le sucre pilé, il valait 4,10 francs, il était moins cher. Le cristallisé vaut 3,70 francs, et puis, etc., etc. Je peux donner tous les produits qui peuvent exister. À cette époque-là, alors, mais c'était... Et en plus, bon, c'était une épicerie d'une certaine importance. Et pour t'indiquer, par exemple, ils en avaient en stock 395 kilos. Ah oui, oui, effectivement. Alors, tu voulais me poser une question? Oui, je voulais te poser une question. À ton avis, donc il y a plusieurs familles de produits. Les ventes se ventilaient entre les postes suivants: les carburants, le biscuit, le chocolat et les entremets, les liquides, les vins et les apéritifs, le sucre, les huiles et les vinaigres, les produits d'entretien, les pâtes alimentaires, comprenant le café et la chicorée, le beurre, les fromages et les divers. À ton avis, parmi tous les postes que je viens d'énumérer, quel était celui avec lequel l'épicier en 1925 réalisait le plus de chiffre d'affaires? Alors là, c'est bien difficile. C'est bien difficile. Tu vas pas me dire que c'est avec le sel, quand même. Hein. Non, quoique, bon, là, il faudrait encore remonter un petit peu plus haut, à mon avis, où là, Oui, les besoins le sel, étaient très primaires. Mais oui, non, mais en 1900... Non, je donne ma langue au chat. Oui, nous. En 1925, ce sont les carburants. Les carburants, d'accord. Alors, les carburants, pourquoi? Parce que, alors là on trouve ici, sur cette table, différents objets ayant trait justement à cette consommation de produits. Ça y est, Voilà. je vois le lien qu'il y a entre tous ces objets que tu as préparés. Donc les appareils d'éclairage, la pinasse, bien évidemment, voilà. qui a été Donc, équipée d'un moteur. La pinasse, pourquoi? Parce que, alors, déjà d'emblée, en 1925, il n'existe pas de poste automatique de distribution d'essence. L'essence se vendait essentiellement dans les épiceries, puisque c'était le lieu où il y avait un certain nombre de produits. Ça se vendait en bidon de 5 litres pour les automobiles et en bidon de 25 litres pour ou 50 litres parfois, mais très rarement, pour les premiers consommateurs de pétrole, pour les engins qui avaient été inventés à partir de la pinasse originelle, qui était une pinasse à rame et à voile. Bien sûr. Et le premier moteur qui va être monté par, je crois que c'est Kouach. Kouach ou Castelnau, oui. Non, je crois que c'est Kouach, oui, le premier. Oui. C'est en 1905, la première pétrole. Et on a appelé ça la pétroleuse. Pourquoi? Parce que ça marchait au pétrole. Et c'était des monocylindres. Voilà. Ils appelaient et on les entendait venir de loin. Tout à fait. C'est ce qu'on m'a dit, oui. Ça avait un son très caractéristique sur le bassin. Tu entendais boum, boum, boum. C'était très lent comme rime, boum, boum, boum. C'était les pétroleuses. Donc, les marins, quand ils ont employé du carburant, ils allaient le chercher automatiquement dans le magasin d'épicerie. Pour s'éclairer, les gens s'éclairent à la lampe à pétrole. Donc là, il nous faut encore du pétrole. Ou avec des lampes à essence. Le fumeur lui-même devait, ça c'est un briquet de table, où ils avaient les plus petits dans les poches, ça c'est un briquet, ils mettaient aussi de l'essence. On sortait du truc de la Madou. Il y a le réchaud. Le réchaud, là, c'était de l'alcool. Oui. C'était l'alcool à brûler. Parce que quand le matin, quand ils devaient faire chauffer leur café, etc., donc à moins d'avoir entretenu, ce qui n'était pas le cas à l'époque, un feu dans la cheminée, les cendres étaient plus chaudes. Très bien. Dans le genre aussi de trucs, on a, pour le pétrole, on a par exemple ce type d'objet. Ce type d'objet, ça c'est ce qui était employé par le chef de gare. Oui. Donc quand les faire les signaux avec les signaux. Oui. Là ici il y a une partie blanche. C'était la lumière blanche. Donc là, quand il donnait le signal de départ, après plus tard ça sera le vert
quand ça sera des trucs à pétrole. Donc il agitait sa lampe comme ça, et le conducteur du train, le mécanicien, en fait, et non pas le chauffeur, puisque c'était le mécanicien, voyant la lumière blanche, partait. Après, si vous voulez donner la lumière rouge, il tournait le réflecteur, là ici c'est un réflecteur, alors c'est alimenté au pétrole, il tournait là, et à ce moment-là, c'était la lampe rouge. la lumière rouge qui sortait. Oui, oui, absolument. Est-ce que tes parents, ils avaient une voiture automobile? Ah oui, bien sûr. Oui. Enfin, dans un premier temps, ils ont eu une camionnette. Pour remplir des objets avec le pétrole, là c'est un machin qui est un truc d'époque, donc le machin, hop, on pouvait remplir les lampes pétrole, etc. Donc il n'y avait pas dans toutes les maisons, mais c'était quelque chose d'assez simple pour éviter d'avoir à en mettre partout. Dans les carburants, on trouve également la térébenthine. La térébenthine, c'était très employé. Oui. On a un gros centre de production ici de térébenthine, bien sûr, dans la région. On avait. Avec les distilleries de la résine. Oui. Alors, donc, c'était effectivement. Alors, en 1925, mes parents s'approvisionnent auprès de l'usine qui existait à Arès. À Arès, oui. Qui était la coopérative qui avait été montée à la base par Madame Javal. Par les Javal. Oui, oui. Qui deviendra Sophie Wallenstein. La fille, elle deviendra Sophie Wallenstein. Ah oui, c'était Madame Javal, l'épouse de M. Javal, oui. Qui ont 5 enfants. Parmi ces enfants, la dernière, c'est Sophie, qui épousera M. Wallenstein et deviendra automatiquement Madame Wallenstein. D'accord. Etc. Donc, c'est employé également par quelque chose dont on a oublié maintenant l'identification. Les gens, quand ils voulaient cirer leurs meubles, et Dieu sait si c'était un objet de fierté pour les gens d'avoir des meubles bien cirés, ils achetaient à l'apiculteur des pains de cire, et ils diluaient le pain de cire, le cire d'abeille bien entendu, et ils diluaient ça avec des salades térébenthine. Et ça faisait une pâte, et avec cette pâte, ils enduisaient les meubles, puis ensuite, ils frottaient, ils astiquaient, comme on dit, pour avoir un poli, un reluisant parfaitement mâché. Le second poste, les biscuits, le chocolat et les entremets, 11%. Les liquides, les vins et les apéritifs, 10%. Le sucre, 9%. Les huiles et le vinaigre, 9%. Il faut savoir que les huiles ne se vendaient pas en bouteille. Les huiles, c'était des fûts. Les fûts, c'était des fûts de 200 kg. Et c'était avec un robinet, qui n'était pas un robinet en bois, qui était un robinet en cuivre. Et les gens achetaient un quart de litre d'huile, un demi-litre, 1 litre ou plus. Le vinaigre, c'était pareil. Le vinaigre, ça s'achetait en fût de 200 litres. Et c'est pareil, on tirait. Il y avait énormément de manutention. Il y avait très peu de produits qui étaient manufacturés. J'ai parlé, là, j'ai sauté rapidement, j'ai parlé des biscuits. Les biscuits n'étaient pas vendus en paquet comme maintenant. La première marque qui va vendre des biscuits en paquet, c'est Olibé, qui est une marque disparue qui était à Bordeaux, et qui va créer un produit en paquet qui va s'appeler le demi-unité. Sinon, les biscuits, là, vous tournez, là, vous regardez en haut, là. Oui, en haut, là, tout ça, ce sont des boîtes de biscuits. Alors, on pourrait en descendre une, et donc, chez l'épicier, tu avais des boîtes de biscuits, et puis les gens demandaient 250 grammes de biscuits, 500 grammes de biscuits, et donc c'était... je crois qu'on va être obligé de l'interrompre, Damien. Damien qui est derrière la caméra et qui se dit, on écouterait pendant des heures Claude. Hein. Mais c'est une boîte à musique, là. La boîte à musique, c'est comme... Il y a une chanson comme ça, qu'est-ce que c'est? Oui, les boîtes absolument. à musique sont des mécaniques qui donnent la colique à toutes les bourriques. Il y avait une chanson populaire comme ça. La boîte à musique est une mécanique qui donne la colique à toutes les bourriques. Ça doit au moins avoir 150 ans. C'est Napoléon III. Ah, Napoléon III, donc... Napoléon III, comme on peut le voir ici, c'est une boîte à musique qui va nous donner 6 morceaux différents de musique. C'est très amusant comme machin. C'est suisse, comme on peut le voir, parce que là, il y a une Et est-ce qu'elle fonctionne? Elle fonctionne, bien entendu. Tu peux nous la faire jouer? Un air connu, bien sûr. Hein? Ah ben alors, lequel tu veux? Non, mais le premier qui te tombe sous la main. Le premier, c'est les mousquetaires au couvent. Ah oui. Les mousquetaires au couvent, le premier.
Alors, c'est les mousquetaires au couvent, c'est Planquette, non? Je me souviens Oh, je plus sais trop. pas. Oui, On la qui c'est met en l'auteur marche, des hein. mousquetaires au couvent? C'est vraiment très doux et très agréable. Et tu es vraiment un amateur de musique mécanique, puisque la dernière Oui, fois qu'on t'a vu, tu nous as fait jouer l'orgue de Barbarie. j'ai tourné. Tu as tourné l'orgue de Barbarie Donc, et avec la cadence, bien évidemment. Hein, On appelle ça des tourneurs d'orgue. Alors, je vais te poser encore une colle. J'adore poser les colles et sur un ton docte, je vais te demander comment s'appellent les amateurs de musique mécanique. Oh là là, oui. Alors, les Et jeunes. ça se termine par fil à tous les coups. Bien sûr. Ah, pour le reste, je te laisse Alors, donner la réponse. ce sont des mélos pixie-dophiles. Bravo. Eh bien, écoute, donc tu le sais maintenant, le mélo-pixie-dophile, ce n'est pas un amateur de perversion sexuelle. Non, c'est ça. Non, c'est quelqu'un qui aime la musique mécanique. On en trouve beaucoup de ces boîtes à musique en Allemagne, Autriche et Suisse. Au départ, c'est ça. Mais il y en a tout un tas d'objets de musique mécanique, bien sûr. puisqu'autrefois, dans les maisons bourgeoises qui n'avaient pas l'occasion de se payer un orchestre, pour faire des petits balles, des petites sauteries, tu avais des grosses boîtes à musique, hein, avec des amplificateurs qui donnaient du son. Et je me suis... oui. Ça prend des tours assez amusants, parce qu'ici... On croit que c'est un dessous de plat normal. C'est un dessous de plat qui a la particularité d'avoir un dispositif qui, lorsqu'on l'actionne, Quand la maîtresse de maison arrive avec le voilà, rôti, il y a 2 airs dessus. Là, c'est le premier. Magnifique. Il y en a un second. Ça c'est pour le dessert. Il faut que tu le remontes en dessous. Ça faisait le bonheur des petites filles, ça. Elles nous emmerdaient, ce truc-là. Bien sûr. Très très beau. Très très beau. Alors, on a vu la dernière fois donc l'orgue de Barbarie, qui, comme je le disais, en fait, Barbarie, c'est une région d'Autriche, autant que je me souvienne. C'est de là d'où viennent les canards, sûrement aussi. Hein. Il faudra qu'on vérifie hein, dans les vieux grimoires. Et il paraît qu'au fond de ton garage, tu as un piano, non pas mécanique, mais pneumatique. Pneumatique. Alors, le piano pneumatique est une évolution par rapport au piano mécanique. Le piano mécanique, c'était ce qu'on appelait le piano basse-string. Quand vous écoutez de la musique, c'est la musique hachée, puisque c'était des picots qui actionnaient par une came la note, ça fait ding, donc ça faisait un truc très haché. Tandis que le pneumatique, là, tu as le doigté d'un exécutant, parce qu'on va aller le découvrir, c'est quelque chose de beaucoup plus utile. Alors, ça a été créé, ça, aux États-Unis, dans les années 25, et ça a été utilisé en grande quantité dans les bars, etc. Et c'était l'époque du ragtime. À l'époque du ragtime. Mais il faut une soufflerie, là. On va le voir. On est parti. Le principe est celui-là. Ça, on dit, réglé comme du papier à musique. Oui. C'est réglé comme du papier à musique. Parce que tout simplement, le papier à musique, c'est ça. Et on a un producteur et réalisateur qui connaît le piano et il connaît la musique.
C'est de la musique de garage. Oui. Alors, donc le principe, c'est avec les pédales que tu vas faire la pression. Je vais faire à la fois, c'est un double, un petit peu comme l'orgue de Barbarie, ça va avoir un double effet, à la fois de donner du souffle, de donner de la pression, et de faire rouler Oui, ce bout-là, puisque là, tu vas fournir de l'énergie. donner de l'énergie pour, Oui. pour faire tourner ce truc-là. D'accord. Alors là, Et chaque morceau est identifié. Et là, c'est à base de perforation Une aussi. perforation. Oui. Alors je vais essayer de vous l'expliquer comment ça fonctionne. Alors, plus la quantité d'air qui va être envoyée pour actionner une came qui lui-même va faire bouger la note est courte. Plus, au contraire, là, c'est large, et plus vous avez un son qui continue. Ici, vous avez l'accompagnement, là, vous avez la mélodie. Ah oui. Oui, mais c'est un drôle de système, là, hein, oui. Effectivement. Donc, Bon, ben, je crois que ça va être difficile de faire marcher ce piano pneumatique. En tout cas, tu auras bien essayé, mais il faut dire que ce piano est dans le garage où il y a sûrement un petit peu d'humidité. Et donc, il y a sûrement une petite maintenance à faire, hein. En tout cas, ami Claude, on ne va pas t'embêter plus longtemps. Non. On va te remercier beaucoup de nous avoir accueillis encore une fois aujourd'hui à Andernos. Et on espère te revoir un de ces jours, bien sûr, pour parler encore une fois d'histoire, d'objets anciens avec toi, insolites, parfois. Merci beaucoup, Claude Perrault. À très bientôt. Ok. Et bonne fête. Merci. Ayou, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien, et toi? Bien. Et les gens sont ce qu'ils font ou ne font pas. Voilà. Merci. Que fait Guillaume Canet quand il est sur le bassin d'Arcachon? Frédéric, C'est un miracle. Le miracle de la famille, le miracle de l'amour. Oui. Bienvenue sur notre nouvelle émission, Famille du Bassin. chers amis, bonjour. Bassin TV est heureux de vous présenter Océane. Bonjour Océane. Bonjour. Et aujourd'hui, on a eu le plaisir de faire un spectacle sur le thème guinguette. Si vous entendez mon message, s'il vous plaît. Tu te souviens, la dernière fois, nous étions à la Chapelle des Marins. Ici à bonsoir. Bonsoir.